J'ai eu beaucoup de garçons qui étaient agressifs. Je peux pas leur dire non. Puisque je suis handicapée, je dois dire oui de toute façon, puisque j'ai tellement pas de chance d'en avoir, que du coup, il faut que je leur dise oui. Je m'appelle Garance, j'ai 25 ans et je suis malentendante. Je porte des appareils auditifs depuis l'âge de 12 ans. Je m'appelle Yofine, j'ai 20 ans. Je suis une infirmité motrice cérébrale, donc je ne sais pas marcher. Je m'appelle Marianne, j'ai 30 ans et je suis atteinte d'un syndrome de Paris-Runberg, ce qu'on voit à ma joue. J'ai un lupus articulaire et j'ai été amputée des mains et des pieds. Donc j'ai pas d'orteils et je n'ai que 2 pouces. Voilà. Les personnes handicapées sont malheureux. Pour moi, ça dépend comment tu le vis et comment tu l'acceptes aussi. Il y a eu une période où je l'acceptais pas du tout, du coup j'étais moins souriante, j'aimais pas aller chez les gens, j'étais moins communicative, quoi. J'étais pas dans mes baskets et là oui, j'ai une phase dépressive, j'étais triste, mais maintenant que je l'accepte plus ou moins, je connais mes forces, mes valeurs, et tout va mieux, quoi. Mais après, chacun le vit différemment, encore une fois. Je pense que ça dépend aussi des handicaps et que ça dépend de la manière dont tu le vis. Donc au niveau de ta vie sociale, de ta vie amoureuse, de ta vie professionnelle, c'est comment tu arrives à t'adapter à ces environnements. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être très malheureuses parce qu'elles n'ont pas accès à certaines choses, juste avoir une relation avec quelqu'un qui t'aime pour toi parce que tu te poses beaucoup trop de questions ou t'es même pas envisagé aussi. Et le fait d'être ou pas malheureux parce qu'on est handicapé, c'est tout un contexte en fait, je trouve. Ça dépend dans quel contexte tu as été handicapé. Est-ce que c'est depuis le début, par exemple? Moi, j'étais un bébé quand j'ai eu mon erreur médicale et donc du coup, c'est apprendre à lasser ses chaussures ou à écrire. Je l'ai fait comme toute personne qui a 10 doigts, donc c'était une progression. Et donc, personnellement, je l'ai pas perçu comme un malheur puisque j'ai juste dû grandir avec cette chose-là. Pour l'autre ou la personne qui ne le vit pas, parce que j'ai pas 10 doigts comme elle, et elle se dit que c'est un malheur. Mon handicap, je l'ai eu à l'âge de 11-12 ans. Et pour moi, ça a été difficile de me dire, OK, en fait, maintenant, c'est plus comme avant, quoi. J'ai jamais regretté de vie avant parce que c'était comme ça depuis le départ. Les médecins le savaient, les kinés le savaient, je le savais pas tout de suite. 7-8 ans, tu t'en rends pas vraiment compte. T'es encore enfant, t'es dans l'inconscience totale, t'as envie de vivre avec les autres. Mais c'est vers l'adolescence, plus ou moins vers 11-12 ans, que j'ai commencé à comprendre que, OK, là, ça y est, t'es différente. Tu vas devoir faire les choses différemment, un parcours différent, mais tu vas y arriver, tu vois. Oui, et je trouve que c'est à cet âge-là où, en fait, tu commences à vouloir créer ton identité. Et tu entres dans l'adolescence et t'essayes de te positionner par rapport aux autres. Vraiment, c'est à ce moment-là, je pense que c'est peut-être le plus dur. Soit tu essaies de vouloir rentrer dans la masse, ou alors tu prends ta différence. Là, moi, je voulais être comme les autres et c'est pour ça que ça a été difficile. Est-ce qu'on a vécu des moqueries ou quoi à l'école ou au travail, etc. Oui, du harcèlement. Je crois qu'on est tous oui. Hein. Oui. Ou arriver dans le hall polyvalent et en fait, quelqu'un avait mis un truc glissé dans mon casier. Un mot en m'insultant dedans et tout le groupe était à l'arrière et savait déjà que j'arrivais et puis il chuchotait, il m'appelait Capitaine Crochet. Quand j'ouvrais que j'avais le petit papier, c'était elle l'a vu, on l'a insulté et elle l'a vu et on l'a tous vu. Il y a des fois où je me dis je sais pas ce que j'avais, mais je n'ai pas pleuré. Je répondais à chaque fois. Je sortais du hall polyvalent tête haute, plein de cale. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'avais à cet âge-là? Par contre, moi j'étais plus. Ça m'a plus blessée parce que j'étais plus jeune. Surtout, c'était venant des profs que ça m'a vraiment blessée. Et j'étais pas armée en fait, je pense. J'étais pas assez armée. Aujourd'hui, qu'on m'insulte, qu'on me dise pas crever, des trucs comme ça, je m'en fous. Je sais qui je suis, je connais mon parcours et voilà, c'est le plus important. Des haters comme on appelle aujourd'hui, je leur envoie du love. Dans les rapports amoureux, au niveau estime perso, ça a été difficile. Il y a des clichés comme quoi, sous prétexte que tu as un handicap, t'es all-in.
Et donc, quand on vient te draguer, il y a beaucoup de garçons qui viennent et qui me font « Salut, ça va ?» et ça marche. Et t'es là, on se connaît pas. Donc, qu'est-ce que tu vas, d'un coup comme ça, me demander si je sais le faire ou pas, en fait. Ou alors, si tu dis non, j'ai eu beaucoup de garçons qui étaient agressifs. Je peux pas leur dire non. Puisque je suis handicapée, je dois dire oui de toute façon, puisque j'ai tellement pas de chance d'en avoir, que du coup, il faut que je leur dise oui. Ça arrivait qu'on ait jusqu'à essayer de me frapper, parce que je disais non. Et ça, c'est un truc difficile quand on est en situation de handicap dans le rapport amoureux, c'est le rapport au consentement, si on veut, parce qu'on n'a des fois pas d'estime pour nous, que du coup, on a tendance à se dire, comme j'ai pas la chance de, je vais forcément dire oui. Je vais dire oui, parce que j'ai peut-être pas, il y aura pas d'autres personnes qui se proposera, quoi. Comme si tu étais désespérée, un peu comme ça. En fait, sur l'échelle de la bonne meuf ou du beau gars, bah, t'es au sous-sol, quoi. Voire moins 3. À partir du moment en fait, où toi-même tu n'acceptes pas ton problème, eh ben, ça n'ira pas avec les autres, quoi. C'est vraiment la phrase « aime-toi toi-même et tu seras aimé par les autres », c'est un peu ça, quoi. On est dans une société où on nous juge constamment sur notre apparence, comme je le disais, sur le fait qu'on ne soit pas comme il faut. Et du coup, je sortais pas de chez moi, j'étais pas bien, j'étais presque dépressive. À force d'en parler, encore une fois, avec des personnes, genre mes parents, plus j'en parlais avec mes parents, plus je me sentais mieux. Plus j'avais envie de découvrir d'autres choses et de sortir dehors. Et là, l'attitude, la confiance en soi commence à démarrer. Tu souris aux gens, les gens te sourient et voilà. Non, je veux dire, comme tu défiles, ça aide aussi, non? J'avoue. Le fait d'être femme noire et handicapée, est-ce que ça rajoute ou est-ce que ça... Oui, oui, c'est une double punition, comme on disait avant. C'est une double difficulté. C'est plusieurs combats qu'on essaie de mener tous les jours. Est-ce que le fait d'être dans la communauté noire, afro, n'est pas des fois plus difficile de dire qu'on a mal, qu'on a du mal à s'adapter, qu'on est fatigué par notre handicap ou par nos douleurs du quotidien? Je pense que oui. Je sais pas, mais moi je le ressens comme ça. J'ai plus du mal à dire « Oh, aujourd'hui je suis pas bien, pas envie de parler », parce qu'il y a ce côté, mais tu dois être la femme forte, la femme noire égale la femme forte. Voilà, ouais. Et du coup, on n'a pas le droit de ressentir de la tristesse, en fait. Ouais. Si c'est de la tristesse, elle va forcément entrer en dépression. Si c'est de la joie, il faut qu'elle soit forte. Il y a ce casque, cette étiquette qui nous colle à la peau. Toujours souriante, toujours, entre guillemets, parfaite. Ma maman est issue de l'immigration. Elle a vécu tellement de moments difficiles. Elle s'en plaint pas, donc moi je vais pas me plaindre de ce que je vis. Dans mon suivi médical, il y a des fois mes médecins qui me font arrêter d'être forte parce qu'on voit bien qu'au niveau douleur, vous êtes vraiment dans le mal et prenez vos médicaments, prenez vos antidouleurs parce qu'on sait que vous êtes forte, mais arrêtez de vouloir toujours être forte en fait. Et ça, je trouve que c'est fort dans nos éducations, j'ai l'impression qu'on a ce truc où on serre les dents constamment et on va toujours plus loin, mais le plus loin, on l'arrête quand en fait. Mais notamment, je rejoins ce que tu disais quand tu disais que ta maman, elle a tellement vécu de choses difficiles qu'elle n'a pas le droit de se plaindre. En fait, ma maman, c'était mon modèle. Quand je vous dis que mes parents sont mes modèles en tant que jeune femme noire, maman, c'était mon modèle. Elle revenait fatiguée du travail et tout. Elle avait des insultes de personnes âgées sur le dos, mais toujours souriante, vraiment toujours forte. Je me sentais mal à l'aise de me dire aujourd'hui, je suis pas bien, tu vois. Les personnes handicapées n'ont pas de vie sexuelle. Ouais. Pour certains. Ouais, moi j'ai hésité aussi. Que dire Ça vu, c'est marrant, c'est le truc où on n'a rien à dire. Est-ce que c'est difficile pour vous de trouver un partenaire? Oui. C'est très compliqué. Surtout depuis que dire à quelqu'un qu'on est malade et qu'on a des problèmes immunitaires, c'est ouh. J'ai pas envie bonjour de les devenir... envies. Et donc tout de suite tu vois le cercueil en fait. Tu te dis oula. Ton partenaire, c'est un rêve, tu as envie de l'admirer ou de te projeter avec lui. Et souvent, quand on dit « j'ai un handicap, j'ai une maladie auto-immune », la personne se dit « en fait, elle va finir comment ?»
Moi, en fait, j'ai peur de devenir un poids pour mon partenaire. Je me pose trop de questions. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie d'être en couple, mais j'ai pas trop envie en même temps. Parce que nous-mêmes, on a déjà une vie assez hard, je vais dire comme ça. Cette barrière de est-ce qu'il va m'aimer pour que je suis, est-ce que... Dans l'inconscient de certaines personnes, être handicapé, c'est un peu comme être un enfant. Et donc, on n'a pas de vie sexuelle quand on a un enfant. Moi, j'ai eu ma première histoire assez tard pour les personnes lambda. Je l'ai eu à 19 ans, justement parce que ça n'allait pas, quand j'étais ado, j'étais jamais dans l'éventualité de quelqu'un. Et donc c'était quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi. Il avait, si on veut, et c'est pas pour être péjoratif envers les garçons, mais il a une maturité qui permettait que de pas correspondre à la norme, c'était pas trop effrayant, si on veut, pour lui, quoi. Et donc ça a duré 2 ans. Et là, je sors d'une relation qui a duré 4 ans. Et ce qui a été très bizarre pour moi, c'est qu'en fait, il a flashé sur moi. Et donc, moi, dans ma tête, c'était pas possible. Oui. Et donc, au tout début, j'étais un peu là, il se fout de ma gueule, en fait. Parce qu'en fait, c'était déjà arrivé. J'ai déjà été en pari pour des garçons. Un pari de je la drague, et puis après, je vais dire à mes potes, je l'ai embrassée, et j'ai embrassé l'handic, Et donc, du coup, dans les premiers temps, je me suis dit, ça y est, c'est encore un truc comme ça. Je vais me retrouver dans un caméra cachée, ça va être chaud. Estime personnelle, dis non. Tu vois. Et donc, au début, c'était moi qui étais plutôt réticente à lui dire non, je préfère pas. Et c'est parce qu'il a un peu insisté et dit vraiment, j'aimerais vraiment bien te revoir, que je me suis dit, ok, je vais lui laisser le bénéfice du doute, mais je trouve ça triste de te dire que tu as tellement eu d'antécédents. De trucs chelous où tu as été un défi de moquerie ou d'insultes, que du coup, quand quelqu'un, si on veut, est juste sympa avec toi, tu es là. Durant toute mon adolescence, au niveau des relations amoureuses, j'ai toujours eu un blocage. Parce que moi, il n'est pas visible, du coup, je devais toujours faire l'effort d'expliquer, voilà, j'ai un problème, si tu veux qu'on se mette ensemble, tu vas leur vivre avec, quoi. Et du coup, ça a toujours été un blocage, je ne sais pas le dire. Dès qu'un garçon me plaisait, je me disais qu'en fait, voilà, il me plaît, si je vais lui dire, c'est fini, quoi. Et j'avais pas envie de perdre ce genre de type de relation. Et du coup, moi, ma première vraie relation, je l'ai eue à 22 ans. Ça a été, en fait, mais c'était la première fois que j'annonçais à un garçon que j'avais un problème et qu'on se mettait ensemble. Parce qu'avant, soit j'abandonnais l'idée, je me disais, ok, non, ça va pas être possible. C'est aussi par manque de confiance en moi. C'est par doute et parce par peur. Oui, et on préfère soi-même se dire en fait non, ça va pas être fait pour moi, plutôt que d'être blessé et d'en souffrir par après. Je te comprends totalement. Moi, je suis là en mode non, je préfère rester avec moi-même. Oui, c'est ça. Être en relation avec moi-même, c'est plus simple qu'en couple, parce que ça fait. En fait, j'ai pas envie de souffrir. Mais vraiment pas. Mais tu vas souffrir en fait, ça fait partie du deal. Parce que je me dis, je me dis, je souffre déjà assez, tu vois. Et puis j'ai rencontré mon copain actuel. En fait, il y a eu le jeu de séduction, j'en ai pas parlé parce que de nouveau mon problème n'est pas visible. Donc c'est difficile en fait d'arriver et se dire écoute, voilà, je m'appelle Garance, j'ai 25 ans et je suis malentendante. On a commencé à se fréquenter et j'ai fini par lui dire un peu en mode ah oui, tu sais, il y a un truc que je dois te dire, voilà, je porte des appareils auditifs, je suis malentendante, et il m'a fait genre ah ok, ouais, voilà. Et puis on en a reparlé plus tard, il voulait savoir un peu d'où ça venait, comment j'avais eu ce problème, mais c'est peut-être la personne qui m'a mis plus en confiance par rapport à ça en disant écoute, ça me dérange pas et je t'aime comme je suis et puis c'est tout. Je suis un peu de ton avis dans le sens où j'ai pas envie de le dire tout de suite parce que je veux pas être encore une fois, j'ai pas envie. Oui, voilà. Ça va être dur, chiant, lourd. Et puis quand tu vas rencontrer ses parents, ils vont peut-être t'accepter, peut-être pas, ils vont encore avoir plus peur, tu vois. C'est pour ça que je me mets. Est-ce que ça te fait peur d'être catégorisée ? Par exemple, moi, je n'ai pas de problème à être catégorisée handicapée. Moi, je crois que j'ai encore un peu du mal, en fait. Alors, je dis salut, je m'appelle Marianne, je suis handicapée. Oui. J'ai aucun problème avec ça. J'ai pas de mal à ça, mais c'est juste, j'ai pas envie qu'on ait une approche différente avec moi que tu auras eu avec une personne valide, tu vois. Pour moi, le côté humain d'une personne à mobilité réduite n'est pas assez mis en avant. On s'arrête juste à l'handicap. Et du coup, ça nous bloque. Je suis là, mais en fait, tu me traites pas comme une humaine, tu me traites juste parce que je suis handicapée, je dois avoir des soins. Avant tout, on est des personnes, des êtres humains, quoi, comme une personne valide, on a des sentiments,
On pleure, on rit, on est en colère, enfin bref. Les personnes handicapées sont en chaise roulante. Les deux. Ça dépend quel type d'handicap tu as. Mais déjà, il y a les handicaps physiques, puis les handicaps mentaux, Psychique. psychiques. Le coup de la chaise roulante, c'est un peu parce que dans l'espace public, la personne handicapée a été identifiée comme ça. Oui. Mais comme Les places de parking, etc. ouais, voilà. On voit ça tout le temps dans les films. Ouais. Par exemple, comme aux toilettes, t'as un homme et t'as une femme, t'as plein de femmes différentes. Il faut qu'on soit beaucoup plus représenté dans les médias et pas non plus comme la personne handicapée qui a des problèmes, mais comme la personne handicapée qui arrive à évoluer normalement en fait dans le milieu dans lequel elle vit, parce qu'on nous montre trop comme des personnes faibles et qui ont toujours besoin d'assistance et qui ont toujours besoin d'aide. On est bien plus que ça. C'est énigmatique, mais j'ai vu un podcast qui parlait de ça et elle disait c'est hallucinant comme chaque année, Sophie Davant pose la même question à une personne en chaise roulante. Et quoi, qu'est-ce que ça t'a fait d'aller au bal de promo? Et quoi, qu'est-ce que ça t'a fait d'être jolie, maquillée, etc. C'est la seule question qu'elle lui demande en fait, alors qu'on est pour le Téléthon. Qu'est-ce qu'on en a à faire en fait de ce bal de promo? Et donc je trouve qu'il y a un espèce d'enfermement autour du handicap, comme si ça devait être soit superficiel, soit un héros, comme si on pouvait être des héros, ou alors des faibles, ou des personnes avec que le besoin d'être assistées, tout le temps assistées. Il y a plein de femmes, il y a plein de personnes handicapées, et on a plein de caractères différents. Et des fois, je me dis, ce serait tellement cool qu'une personne handicapée, on puisse lui dire mais t'es ennuyante ou t'es chiante en fait, parce qu'il y a ce truc de mais on peut pas la vexer parce qu'on est en verre. Faut la pommader, faut la bercer, faut. Oui, tu vois. Est-ce qu'on pense que dans la société il y a une hiérarchisation des handicaps? Oui, mais je pense qu'on est aussi dans une société qui a besoin de classer, d'être qui est le plus beau, qui a fait le plus apte. J'appelle ça le passing validiste. C'est faire genre on s'est tellement bien adapté au monde de personnes valides que sans handicap qui va au boulot et qui fait son temps plein, qui a des enfants, etc. C'est un passing en fait. Et celui qui a un handicap qui a réussi à faire ça, ça c'est le meilleur. Et en fait ça devient l'exemple en fait. Il faut être comme lui. Mon handicap n'est pas visible et à première vue les personnes ne le ressentent pas. Du coup une fois que je le dis, ils sont là « Ah mais ça se voit pas et tout, mais t'es pas handicapé ». Je fais « si, j'ai un handicap qui au quotidien j'arrive à m'adapter ». C'est pas parce que la personne la personne ne le ressent pas, ne le voit pas que je le vis pas différemment qu'elle. J'ai 2 handicaps. J'ai le handicap physique que lui, mais j'ai aussi un handicap invisible qu'on ne perçoit pas. Du coup, en fait, j'ai l'impression que celui qu'on ne perçoit pas, c'est plus facile à juger, plus facile à critiquer en disant « Ouais, mais enfin, c'est simple », alors que nous, on était là « Attends, t'as dit quoi là ?» Enfin, il y a déjà une a priori. Moi, je l'ai ressenti durant toute mon adolescence, le fait que je sois lente, le fait que je comprends différemment certaines choses. J'ai vécu dans une spirale où mes parents ont d'abord voulu que je sois dans une école ordinaire, entre guillemets, avec des personnes valides. Oui, je cherchais le mot. J'ai ressenti les professeurs inquiets. Qu'est-ce que tu vas faire de ton avenir? Ça, c'est la question qu'on me posait. Notre avenir. Mais tout le temps, j'avais envie de dire, qu'est-ce que ça peut nous faire? C'est comme si handicapé veut dire limité à vie et du coup, on se fige. Il y a un truc aussi, je ne sais pas si ça vous le dites des fois, mais dans les médias, ça me fait toujours tilter la manière dont on met la personne handicapée en dernier. Genre, il faut penser aux femmes enceintes, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. C'est là, tu dis, personne... c'est pas des options, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui le sont déjà. Et ça m'a toujours fait rire, ce truc de... comme si... alors qu'on est un tiers de la population, donc du coup, c'est tout le temps, on est tout le temps là, c'est pas un momentané, genre quand on est enceinte et que ça part comme ça. Et où personne, désolée, mais où personnes âgées, c'est un moment de ta vie et voilà. Non, t'es handicapé et c'est un tiers de la population, donc en fait, pourquoi c'est toujours à la fin? Mais il y a des fois où les personnes valides pensent qu'on les envie, que genre on aimerait trop être à leur place.
on les jalouse, sous prétexte qu'il nous manque des trucs, et on aimerait bien leur vie, alors que personnellement, j'échangerais ma place pour rien au monde. Je suis contente d'être dans mes baskets, avec mes deux pouces et pas d'orteils, mes maladies et mon jackpot génétique. Et j'ai pas envie de changer de place parce que ça fait partie de mon parcours. En fait, notre handicap fait partie de nous, fait partie de notre identité. Et en fait, ça nous a forgé, qu'on le veuille ou pas. Et ça a forgé notre personnalité. Et si on ne serait pas comme on est aujourd'hui sans ce handicap, quoi. Moi, l'année dernière, en novembre, j'ai fêté mes 30 ans. Et c'est bête, mais j'étais hyper fière de moi parce que dans ma tête, comme c'était une erreur médicale et que j'avais personne autour de moi qui avait un handicap plus ou moins pareil, donc je ne savais pas comment il allait vieillir, et dans ma tête, je me suis dit, t'y es arrivé jusque-là, t'as déjà fait 30 ans, quoi. C'est cool, c'est chouette parce que il y a ce truc aussi où on sait avec quoi on a commencé, mais on ne sait pas forcément avec quoi on va terminer. Et donc chaque année ou chaque moment qu'on a et qu'on le vit pleinement, c'est cool en fait. Moi, mon audition baisse d'année en année et si ça se trouve, dans 10 ans, je serai totalement sourde. On vit avec et on vit au jour le jour, quoi. Moi, je dis toujours que la vie est trop courte, donc c'est maintenant qu'il faut réaliser ses rêves les plus fous. Il faut en profiter, quoi, parce que on sait pas ce qui va arriver dans 10 ans, on sera jamais ce qui va arriver dans 20 ans. C'est maintenant, c'est pas demain, en 2030, non, c'est maintenant. Les personnes handicapées sont invisibles dans la société. Cap 48, on les voit partout. De nouveau. On est visible et on est invisible à la fois. Dans un premier temps, je trouve qu'on n'est pas assez représenté dans les médias. Pas de la bonne manière. Soit on va représenter une personne malheureuse qui lui est pas bien, suite à un accident, on va retracer sa vie. Soit on va représenter comme la super-héroïne qui a surmonté tout ce qu'elle veut, alors que, en fait, on est juste des personnes normales. Moi, je crois que c'est les parents de mes amis qui ont flippé. Je me souviens, j'avais 6 ans, j'allais à peine chez une amie, les parents me regardaient. Soit en mode pitié, soit en mode... C'est contagieux. Oui, voilà, j'étais là, c'est bon, je vais pas vous mordre. Je suis comme vous, je vais au magasin comme vous, je fais mon shopping comme vous. J'ai des passions, j'entends derrière, mais ça doit être dur au quotidien. Même quand tu vas faire tes courses, quoi. Et j'ai arrêté d'aller chez des gens parce que j'en avais marre de toutes ces questions malaisantes, gênantes. Je trouve qu'on a tendance à trop faire intervenir le handicap comme une exception dans l'agenda ou dans le calendrier, parce qu'il faut récolter de l'argent, parce que, je sais pas, ça devrait être naturel, il y a eu un problème dans un institut de personnes handicapées, alors qu'en fait, il y a plein d'autres moments où on pourrait faire intervenir des personnes. Voilà. Sur des émissions TV, par exemple, mais pas forcément liées à l'handicap. Oui, c'est ça. Comme N'oubliez pas les paroles, ou je sais pas moi, des émissions comme ça. C'est que les peu de fois où on parle de personnes handicapées, c'est le prétexte. Oui. Des fois, je trouve que c'est limite gênant pour la personne parce que je me dis, tu deviens une espèce de drapeau, de faire valoir, alors que tu es bien plus que ça et que la communauté elle-même de personnes handicapées est plus que ça. Oui, les personnes handicapées sont toujours dépendantes de quelqu'un. Ce qui m'a fort dérangé dans cette phrase, c'est le toujours dépendant de quelqu'un. J'ai très tôt voulu être entrepreneur, indépendante, parce que j'ai compris que mon handicap posait problème dans le milieu de l'emploi. Surtout quand j'ai cherché mes stages, parce que j'ai fait des études artistiques, stylisme, couture. Et quand j'étais à l'époque où j'ai dû chercher des stages, j'avais souvent cette confrontation où j'arrivais à l'entretien, je serrais la main de la personne. Rien que le fait de serrer la main à la personne, ça la mettait mal à l'aise. Il y en a une qui a carrément été jusqu'à s'essuyer la main après m'avoir serré la main sur ses vêtements. Mais même pas discrètement, vraiment platement, je la voyais bien. Et je sentais que ça la mettait vraiment hyper mal à l'aise. Le fait que si on veut, je réussisse trop bien à coudre, dans leur tête, vu mon handicap, c'était pas possible que ce soit moi. Donc on me traite souvent de menteuse.
Ah oui. Pour eux, je les arnaque. Pour eux, en fait, quand je dis que j'ai cousu quelque chose, il y a quelqu'un dans mon atelier qui le fait à ma place. Et donc, moi, je me suis sentie humiliée plusieurs fois dans le milieu de l'emploi. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé de créer mon propre emploi. Parce que j'ai carrément dû aller demander à ma directrice d'école pour avoir une attestation qui disait que je faisais moi-même les vêtements, que c'était pas quelqu'un d'autre qui les faisait pour moi, que j'avais bien réussi mes années sans favoritisme, que tous les exercices c'était moi qui les avais faits. Et je suis sortie du bureau avec l'attestation et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit, t'imagines, t'as tout fait pour les ressembler si on veut, et même quand tu leur ressembles trop bien, ça leur pose problème en fait. C'est comme si on faisait exprès d'être nous, en fait. Ouais. On faisait exprès d'être qui on est. On peut faire des choses exactement comme une personne valide, sauf qu'on prend plus de temps, sauf qu'on a d'autres problèmes physiques à gérer ou psychologiques. Et parfois, c'est difficile, c'est dur, parce que c'est tout le temps se justifier alors qu'on n'a même pas besoin de faire ça. Mais la personne veut qu'on se justifie. Mais comment t'es arrivé à faire des défilés ici ? Et comment t'arrives ? Ça ne te regarde pas. C'est juste que j'ai envie de faire ce que j'ai envie. Et si j'arrive à faire ça, c'est que voilà. Mais au niveau de l'emploi en général et le handicap dans le système de l'emploi, je trouve que c'est déjà de l'enseignement. Il y a énormément de personnes qui sont mises à côté sous prétexte qu'elles sont trop lentes à cause de leur handicap. Ouais. Donc du coup, on va les mettre de côté. Ou dans dans du spécialisé. Oui, voilà, directement. Et donc il y a énormément de décrochage. Et donc c'est un espèce de domino. Donc peu de personnes sont qualifiées, ou en tout cas s'imagine déjà travailler avec un handicap. Parce que déjà rien que l'enseignement, c'est du boulot en fait. Moi, je me rappelle que les secondaires, j'ai vraiment dû bosser beaucoup en fait, parce que rien qu'écrire, tous les cours, écrire, prendre notes, etc., c'était du boulot de pas être en retard justement, parce que je savais bien qu'on n'arrêtait pas de me dire je suis trop lente, donc du coup j'allais à l'école déjà entraînée quoi. Et tu sais que tu peux pas foirer parce que on te répète déjà tout le temps que t'es en retard. Ce domino continue aussi dans l'emploi, parce qu'on est déjà très peu à arriver déjà à être diplômé ou à être professionnel pour les filières pro. Quand on veut postuler, avoir l'entretien, c'est déjà quelque chose. On est juste waouh, on a déjà l'impression d'avoir eu le jackpot. L'envisager, c'est un grand chelem. Dans le système de l'emploi, on est fort sur l'efficience, sur la productivité, et sur l'action-réaction. Et il y a des gens, peut-être moi je suis très lente, mais je suis quelqu'un qui est très créative, que j'arrive à faire des croquis, j'ai beaucoup d'idées à la minute. Et ben voilà, peut-être que j'ai un point négatif pour certains et j'ai mon point positif. Et donc pourquoi, sous prétexte que je suis pas assez rapide, je puisse pas avec mes compétences faire quelque chose dans la boîte, quoi. Dans mes expériences professionnelles, c'était je comprends pas assez vite ou je dois demander de répéter. Du coup, non, c'est bon en fait, j'ai demandé à quelqu'un d'autre. Ouais. Alors que non, juste fais l'effort de me répéter et je ferai peut-être ce que tu m'as demandé de faire, je le ferai peut-être mieux qu'avec toi. Ouais, voilà. Le mot de la fin, mon moment préféré. Allez, ce que j'allais dire. Non, enfin, j'ai pas grand-chose à dire à part il faudrait plus éveiller les consciences qu'on est des personnes humaines, que le handicap n'est pas une limite. Vraiment, on est capable de faire des choses tout à fait normales comme une personne valide et voilà.